Vous allez peut-être vous demander pourquoi on fait intervenir une psy dans les consultations de cardio. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Je vais commencer par me présenter et puis vous expliquer un petit peu dans quel cadre est-ce que moi j'interviens auprès des patients qui ont une maladie cardiaque. Je vais aussi parler un petit peu de manière théorique sur tout ce qui est l'intérêt d'investiguer le vécu psychologique des patients, les représentations autour du cœur, la symbolique autour du cœur. Et puis ensuite, j'axerai un peu plus sur la pratique du sport, sur quels sont les freins et les bénéfices dans la pratique du sport. Et puis, je vous donnerai quelques outils pratico-pratiques que vous pouvez utiliser avec des personnes, en fait, peu importe le contexte, que ce soit déjà pour vous-même, pour vos proches ou puis pour des usagers, des personnes que vous aurez à encadrer plus tard. Donc moi, je suis Caroline Olivier, je suis psychologue sur l'hôpital cardiologique de Lyon. Je travaille depuis 4 ans donc dans un service qu'on appelle la psychiatrie de liaison. C'est un service qui intervient dans les différents services de cardio, de pneumo, d'endocrino. On va avoir des patients pendant leurs hospitalisations. On peut mettre en place des suivis. On fait des groupes. Et puis, je suis aussi référente sur le centre de référence cardiogénétique de Lyon. Donc, c'est un centre dans lequel on va recevoir des patients et des familles. Parfois, quand il y a eu justement une question de mort subite qui s'est passée dans la famille ou quand il y a un décès. Quand on découvre de manière fortuite une anomalie cardiaque, derrière on va faire des dépistages et des enquêtes familiales et puis on va aussi proposer des suivis réguliers pour les patients. Voilà. Alors pourquoi nous on a choisi de faire des consultations binôme psychologue et cardiologue ? Il y a l'idée qu'il y a un regard complémentaire. Pendant que le cardiologue, il étudie les examens, il fait l'enquête et l'entretien clinique auprès du patient. Parfois, moi, en étant un petit peu distanciée, je vais observer un non-verbal qui parle. Si le patient il dit pas qu'il est inquiet, mais qu'il se serre les mains, qu'il sue à grosses gouttes, etc., peut-être qu'on va lui poser quelques questions sur comment est-ce qu'il prend les infos qu'on est en train de lui donner. Ça va pas être toujours simple, il faut trouver un bon équilibre, mais avec le professeur Chevalier, on travaille ensemble tous les vendredis. Et par exemple, si lui pose la question « ça vous inquiète ce que je vous dis ?» et que le patient il dit il va se reculer, puis il me regarde. Et puis donc ça veut dire que c'est à moi d'aller creuser un petit peu l'aspect psychologique. Il y a l'idée aussi que moi je suis pas issue d'une formation de médecine. Je connais les termes médicaux parce qu'à force de côtoyer des patients qui sont hospitalisés, forcément, je me suis familiarisée avec le jargon. Mais les patients, on va pas s'adresser à eux de la même façon si on a face à nous un médecin, un infirmier ou si on a un étudiant en BTS électrique, donc on va pas utiliser les mêmes mots, donc le fait d'avoir quelqu'un qui n'est pas du milieu médical, ça peut permettre aussi de reformuler, de rendre le langage plus accessible, parce qu'on vous l'a déjà dit précédemment, notre objectif premier c'est d'informer le patient et lui donner toutes les cartes en main pour pouvoir prendre les décisions qui vont le concerner. Il y a l'idée aussi que quand on est présent au moment d'une annonce, si on annonce sur un diagnostic, si on entend les mêmes mots que le patient, derrière, on va pouvoir les reprendre avec lui. Peut-être que lui, il se sera arrêté sur un truc et en fait, il y aura toute une partie de l'information qu'il aura complètement mis de côté. Donc, le fait d'être présent avec lui, ça va nous permettre aussi de reprendre les choses un peu à distance. Et puis, il y a l'idée aussi de repérer s'il y a des facteurs de stress très, très importants, s'il y a peut-être un contexte à côté, une vie familiale compliquée ou une vie professionnelle qui va être remise en question par la maladie. Donc, ça va nous permettre aussi de repérer d'éventuels troubles et de pouvoir l'orienter vers une prise en charge adaptée. Alors, il y a une forte symbolique autour du cœur. Pendant très longtemps, quand on parlait du cœur, on pensait que c'était le siège de l'âme, que c'était l'organe qui était associé à la vie et donc à la mort. Et donc souvent, quand on parle d'atteinte cardiaque, tout de suite, on a l'idée que c'est très grave, que ça renvoie à des angoisses de mort très, très profondes. Et nous, on a une distinction qu'on fait aussi parce qu'on s'occupe de patients qui parfois portent un gène, qui les met à risque, mais en fait, ils sont pas malades. Parce que pour être malade, il faudra avoir des symptômes, il faudra avoir des examens anormaux, et pas juste un gène. Si on porte un variant génétique, on n'est pas malade. On est à risque de développer peut-être une pathologie, mais on n'est pas malade. Donc, on va aussi essayer de retravailler ça avec eux. Tout à l'heure, on a fait un petit peu la liste des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, il y avait le tabac, l'hypertension, le cholestérol, la sédentarité. Et Antoine a oublié de mentionner le stress. Le stress, aujourd'hui, c'est un facteur de risque qui est quand même très important. Attention, on ne va pas faire un arrêt cardiaque ou un AVC juste parce qu'on est stressé. C'est toujours plurifactoriel. Par contre, c'est des choses qui sont importantes à considérer aujourd'hui. Et le stress, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi réguler par l'activité physique. On a deux choses, c'est qu'on a une maladie cardiaque qui peut être génératrice de peur, d'angoisse,
Et parfois, on a aussi des maladies comme la dépression ou l'angoisse qui peuvent générer des symptômes qui sont assez proches de ce que les patients atteints d'une maladie cardiaque vont décrire. Quand on a une maladie cardiaque, on va peut-être avoir des essoufflements, des palpitations, des douleurs dans la poitrine. Et finalement, quand on fait une crise d'angoisse, on hyperventile, on a du mal à respirer, on a le cœur qui s'emballe, on peut avoir très chaud. Donc, c'est des signes qui sont assez proches. Et en fait, on se rend compte que les deux dimensions, elles vont s'alimenter. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'un coup un trouble du rythme cardiaque lié à notre maladie, et donc on se met à stresser, donc ça majore et ça s'emballe encore plus. Et inversement, on peut aussi avoir des personnes qui sont anxieuses, qui vont du coup déclencher une tachycardie sans qu'il y ait forcément une maladie cardiaque sous-jacente. Donc c'est pour ça que ça va être important aussi de pouvoir éduquer les patients pour essayer de différencier ce qui relève de l'angoisse et ce qui relève vraiment de la maladie cardiaque. Pour en venir un petit peu plus à l'aspect sport, parce que c'est pour ça qu'on m'a demandé aussi d'intervenir et c'est ce qui vous concerne le plus. On l'a dit tout à l'heure, le stress, c'est un facteur de risque cardiovasculaire qui est très important. Les bénéfices d'une activité sportive, que ce soit une activité régulière de loisirs, de compétition ou rien que une activité physique de type éviter de prendre les transports, descendre un arrêt plus tôt pour finir à pied, se garer à l'autre bout du parking pour marcher un peu plus dans la journée. Ça a des bénéfices non négligeables, il n'y a plus besoin de les prouver. Et au niveau psychique, le sport, ça a toujours été un moyen d'extérioriser des tensions et aussi d'alimenter ce que nous on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Donc ça va avoir plein de bénéfices et c'est quelque chose qui va être aussi un vrai levier pour nous dans tout ce qui est entretien des processus de motivation. Quand on a des patients qui ont des pathologies de type dépression ou des troubles anxieux, on va vraiment travailler sur une motivation durable et l'activité physique, c'est un aspect qu'on va essayer vraiment d'entretenir et d'arroser. Dans l'idée que de toute façon qu'on soit malade au niveau somatique ou au niveau psychique, l'objectif premier, ça va être le maintien d'une qualité de vie convenable. Donc quand on a un patient qui va faire un épisode cardiaque, un trouble du rythme, une syncope, ou bien alors quelqu'un qui va recevoir un diagnostic de maladie, on va tout de suite avoir un impact au niveau identitaire. C'est-à-dire que le patient, il se considère comme en bonne santé, il est bien portant, et d'un coup, on a ce qu'on appelle une transition de rôle et il devient malade. Donc ça va être quelque chose qui va être compliqué à l'intérieur de lui au niveau identitaire, mais aussi au niveau comportemental, ça va avoir un impact parce qu'il va se demander est-ce que je peux continuer à faire mes activités comme je les faisais avant, est-ce qu'il y a des choses que j'ai plus le droit de faire, dans quelle mesure. Donc on va avoir un impact aussi au niveau comportemental. On observe souvent deux tendances. Il y a d'abord ceux qui vont être plutôt dans un je veux pas que la maladie elle gagne, donc je ne veux pas renoncer à des choses que je faisais et que j'aime, avec ce qu'on appelle un mouvement défensif. Mécanisme de défense, c'est l'idée que c'est un mécanisme protecteur qui est souvent inconscient et involontaire. Et le patient, il va pas avoir envie de se considérer comme malade, il va pas envie d'avoir arrêté des choses qui lui font du bien. Et en étant dans ce déni ou cette dénégation, il va peut-être se mettre en danger, il va peut-être avoir des comportements à risque. Ça c'est une des premières tendances, et l'autre tendance qui est quand même celle qu'on observe le plus, c'est plutôt j'arrête tout, j'ai peur, je sais pas ce que je risque, donc j'arrête tout et je renonce à plein de choses, et donc souvent à l'activité physique. Ça c'est aussi lié, il faut le dire, à des discours qui ont parfois été très restrictifs de médecins. On le disait tout à l'heure, c'est pas aux médecins de dire non, vous arrêtez toutes vos activités, vous faites plus de sport et vous restez à jouer du piano. Aujourd'hui, on a plus des discours de type le cœur, c'est l'inverse d'une pile, moins on s'en sert, plus il s'use. Avec toujours évidemment d'autres paramètres à prendre en compte. Moi, je le fais de façon un peu réductrice, mais c'est l'idée que maintenant, on va plutôt encourager ça. Donc le rôle du psychologue, ça va être d'essayer d'orienter le patient vers l'appropriation de l'atteinte cardiaque à la fois dans son identité, de se dire voilà, ok, j'ai pas envie d'être considéré uniquement comme un malade, j'ai pas envie que la maladie gagne et de prendre toutes mes décisions par rapport à ça. Par contre, je peux pas nier que c'est présent. Donc il va falloir que je mette cette nouvelle donnée à une juste place. Et puis aussi, ça va être de construire une balance entre ce qui me fait du bien, ce qui participe à mon bien-être tant physique et psychique, sans négliger pour autant les risques que je peux encourir. Et donc, on va l'accompagner dans la définition d'adaptation
nécessaires, que ce soit par exemple en termes de discipline, vers quelle discipline m'orienter plus que d'autres, ou en termes d'intensité, de fréquence. Et donc là, pour revenir un petit peu sur les deux tendances, on a d'abord donc, les patients qui vont plutôt être dans je refuse de renoncer à ce que j'aime. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on va rouler avec les défenses. C'est-à-dire qu'un patient qui réagit de façon extrêmement excessive comme ça, c'est qu'il est en train de se protéger d'une annonce ou d'une information qui est assez déroutante pour lui. Donc l'idée, c'est pas d'aller casser ces mécanismes de défense qui sont protecteurs. Donc on va respecter sa temporalité, lui répéter 15 fois qu'il risque de mourir d'une minute à l'autre s'il continue à courir aussi souvent qu'avant. Ça va pas du tout être pertinent avec lui. On va plutôt passer par ce qu'on appelle la psychoéducation. Donc c'est avec tout ce qui est information, c'est essayer de rendre accessible, de reformuler, de documenter aussi notre propos. Et on va plutôt essayer de l'amener vers de la flexibilité. Et j'ai noté ce qu'on appelle la RDR, c'est la réduction de risque. C'est ce qu'on utilise maintenant beaucoup dans l'accompagnement de patients qui ont des troubles addictifs ou par exemple pour le sevrage tabagique. Au départ, on disait il faut un sevrage complet. Aujourd'hui, on est dans de la réduction de risque aussi parce qu'on se rend compte que parfois, on va passer on arrête tout et puis quand on reprend, on se dit j'ai échoué, donc terminé, ça sert à rien que j'essaye d'arrêter la cigarette ou l'alcool. Donc aujourd'hui, on va avoir des approches qui sont un petit peu différentes et c'est des choses que nous, on va pas mal utiliser dans l'accompagnement de patients qui sont dans cette configuration-là. Pour l'autre tendance, ceux qui vont être beaucoup plus dans j'ai peur, je suis à risque, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc j'arrête tout, on va plutôt être dans un travail autour des freins. Pour évoquer les freins réels, les freins psychologiques, il faut refaire un petit point sur la différence entre la peur et l'angoisse. Dans la peur, on a l'idée que ça suppose l'existence d'un objet précis et réel. Donc on va ressentir de la peur, qui est une émotion quand on est face à un danger réel, à quelque chose qui est saisissable. Par exemple, on va avoir peur des chiens, peur des araignées. Donc on a un objet. Alors que l'angoisse, on va être plutôt dans le cadre d'une peur sans objet. Donc on va plutôt être sur une angoisse d'abandon, sur une angoisse vis-à-vis de l'avenir. On est sur des choses qui sont beaucoup plus floues et qui vont être du coup beaucoup plus internes. Donc on va avoir en effet chez ces patients des freins réels, donc avec par exemple des douleurs. Si on a des énormes douleurs dans les muscles, il y a des sports qu'on ne va pas pouvoir faire parce qu'on aura mal. Si on vient de se faire implanter un défibrillateur, on a une cicatrice, c'est peut-être un petit peu enflé, donc on va pas avoir envie d'aller se prendre un gros plaquage au rugby, parce que de toute façon, ça va être très douloureux. Parfois, on a des traitements qui ont des effets indésirables, qui vont faire que, comme ça, fait baisser la tension. En fait, on se rend compte qu'on a la tête qui tourne. Donc ça, finalement, lever ces freins réels, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Souvent, on va avoir besoin de solliciter des médecins spécialistes, on va pouvoir aller trouver l'information. Par contre, sur les freins psychologiques, là, ça va être plus compliqué et c'est tout l'intérêt d'avoir des psychologues dans notre carnet d'adresses et de pouvoir orienter les patients. C'est que là, on va plutôt être avec justement des freins psychologiques de type angoisse. On a aussi ce qu'on appelle l'hypervigilance somatique, c'est-à-dire que quand on fait un premier épisode cardiaque, on observe que derrière, on va être beaucoup plus sensible à toutes les variations de notre cœur. Alors qu'en fait, n'importe qui, vous comme moi, si on monte cet étage un peu vite parce qu'on est en retard pour aller en cours, on va avoir le cœur qui va monter, on va peut-être être très essoufflé, on va peut-être mettre 2-3 minutes avant de revenir à un rythme cardiaque normal. Et un patient qui aura déjà eu un épisode cardiaque ou un patient chez qui on a découvert une mutation génétique ou qui a un parent qui a fait un épisode cardiaque, tout de suite il va s'alarmer, il va être beaucoup plus sensible et ça c'est quelque chose qui va faire que parfois il va se limiter de lui-même sans qu'il y ait aucune raison objective de se limiter. Et puis on a parfois des fausses croyances aussi qu'on va essayer d'aller déconstruire. Donc là, l'objectif, ça va être d'abord d'amener le patient à s'auto-observer pour qu'il prenne conscience de ces mécanismes-là de freins psychologiques qui sont à l'œuvre chez lui, parce que c'est des choses qui sont très automatiques et sur lesquelles il n'a pas forcément de maîtrise. Et puis, on va être dans l'idée plutôt d'une exposition graduée. Donc, on va l'amener à définir des objectifs qui sont au départ vraiment dans sa zone de confort, et puis progressivement, on va essayer de les lever une fois qu'il a essayé ça, il est à nouveau dans un confort. On va un petit peu plus loin et on va faire ça de manière graduée avec des paliers. L'idée, c'est d'éviter qu'il s'expose à l'échec parce que s'il s'expose trop vite à l'échec, il va abandonner, il va plus vouloir faire et la peur, elle va revenir en puissance. Et on sait aussi que l'exposition à l'échec répétée, elle entraîne une dégradation de l'estime de soi. Et donc, c'est quelque chose contre laquelle on va essayer de lutter.
Alors quels outils, pour en mentionner quelques-uns, et puis vous aurez de toute façon le diapo, je vous le ferai parvenir, pour accompagner les patients dans la gestion de leurs émotions et notamment le stress. Ça, je vais revenir rapidement dessus parce que c'est assez... c'est peut-être un petit peu technique et c'est pas forcément ce qui vous concerne le plus, mais on a mentionné plusieurs fois la psychoéducation. La psychoéducation face à un patient qui est très stressé ou qui est très tendu, ça va être déjà consisté dans lui donner la définition de qu'est-ce que c'est le stress, qu'est-ce qui se passe dans le stress, expliquer que dans le stress, on a plusieurs phases, que on a un événement qui se présente à nous, on va être dans une posture de « je dois réagir ». Donc ça va activer et puis ensuite on va définir est-ce que je vais affronter ou est-ce que j'évite. Donc on va lui donner les différentes phases du stress. On va lui donner aussi la fonction des informations sur la fonction adaptative des émotions. C'est-à-dire que tous les êtres humains, ils ont des émotions qui lui permettent de faire face à des éléments extérieurs et que c'est normal qu'un être humain, il varie comme ça. Si on est invité à un mariage, on va être très heureux. Si on perd un proche, on va être très triste. Si on a une promotion comme ça, donc dans une vie... Ça va être une courbe qui n'est pas linéaire, mais qui va varier dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Donc on va avoir des émotions qui doivent varier d'intensité, mais sans aller au-delà, donc dans ce qu'on appelle une hyperactivation, que là on va devoir réguler. C'est-à-dire que si je suis triste à un enterrement, c'est logique, même si je suis très très triste. Par contre, si je me mets en colère parce que quelqu'un m'a marché sur le pied et que je lui donne une claque vraiment très violente, ça va être un petit peu trop intense. Donc là, on va devoir apprendre à réguler. Parfois, on a des patients, c'est l'inverse, ils sont hypoactivés, c'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient plats. Ils n'ont plus de réaction ni positive ni négative. Là, c'est presque un peu plus inquiétant parce qu'on va devoir du coup passer par... On va les choquer, c'est un peu comme si l'électrocardiogramme il est plat, on va choquer, hop, ça réactive, et après ça revient à un rythme plus acceptable. Là, quand on a des patients qui sont complètement déconnectés de leurs émotions, on va devoir les exposer à des émotions un peu vives, donc on va les hyperactiver pour ensuite les réguler. Donc là, ça va être... c'est un petit peu la notion de fenêtre de tolérance, c'est peut-être un peu technique et je passe vite dessus, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et donc avant de passer au reste, on va faire ce petit exercice-là. Donc je vous ai mis le dessin. C'est un exercice qui est hyper facile, qui peut se faire partout. On peut le faire au volant, on peut le faire dans les transports, on peut le faire dans son lit, on peut le faire en cours. Et il a plusieurs vertus. Donc avant de les expliquer, on va tous le faire. Donc je vous demande juste de vous mettre plutôt au fond du dossier de votre chaise, avec les mains soit relâchées, soit sur les jambes, et de fermer les yeux. Ça va prendre 1 minute et c'est pas compliqué. Donc tout le monde se met au fond de sa chaise, ferme les yeux. Et en fait, l'idée, ça va être de visualiser un carré. Et en fait, on va faire un cycle de respiration de 4 secondes. Donc on va inspirer pendant 4 secondes, retenir sa respiration pendant 4 secondes, expirer en soufflant pendant 4 secondes. Et à nouveau, on rebloque pendant 4 secondes et on va juste le faire 3 fois. S'il y en a qui ont besoin de compter sur leurs doigts les 4 secondes, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui veulent dessiner le carré parce que visualiser c'est compliqué, il n'y a pas de souci. Et on va juste expérimenter ça et je vous demanderai 2-3 retours juste après. Et je le fais moi aussi avec vous et je vais faire exprès de le faire dans le micro, comme ça vous allez vous caler sur mon rythme. C'est parti. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des retours ? Est-ce qu'il y a des phases où ça bloque, où c'est plus dur, ou des blocages qui sont plus durs que d'autres ? Ou si c'est long ou pas long, 4 secondes, ou si c'est... Apparemment, ça a un effet euphorisant sur certains.
Globalement, on prend 4 secondes, c'est le rythme du yoga, les 4 secondes, mais chez des personnes qui sont sportives, on peut quand même faire un exercice qui va être encore plus efficace si on monte jusqu'à 6. Mais il y a des personnes qui peuvent être justement, notamment les patients qui ont des maladies cardiaques, pour qui ça peut être compliqué de tenir 4 secondes, donc on peut adapter. Moi, je sais quand je le fais, à la fin du premier cycle, j'ai souvent un peu des fourmillements dans les mains. Mais c'est parce que c'est en train de se réguler. Il y en a qui ont mal au crâne quand je leur fais faire ça pendant 3 fois, mais quand on le fait pendant 5 bonnes minutes, certains trouvent que ça donne un peu des maux de tête. Mais concrètement, c'est quelque chose qui peut être très utile quand on a quelqu'un qui va par exemple nous dire « je suis en train de faire une tachycardie, mon cœur va choquer ». Si on lui fait faire ça pendant 5 minutes, si ça se régule grâce à l'exercice, c'est que c'était bien du stress et de l'angoisse et que c'était pas la maladie cardiaque qui est en train de décompenser. Donc ça peut être un petit outil qui est facile, qui se recommande bien. Rapidement, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on parle d'exercice respiratoire et à quoi ça sert d'exercer un contrôle respiratoire. Ça, c'est la façon dont moi je l'explique aux patients. Je l'explique pas comme ça si je parle à un médecin, mais pour un patient, pour le rendre accessible. J'explique que chez nous, on a 2 systèmes. On a le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, il va s'activer. C'est un système activateur qui va du coup être activé quand on est face à un élément extérieur stressant. Donc ça va créer quoi ? Une augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la fréquence respiratoire, de la tension artérielle et de la contraction musculaire. On ne va pas pouvoir le désactiver, ce système-là, parce qu'il s'active en réaction à l'événement. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt essayer d'activer en compensation un système qui est inhibiteur, c'est le parasympathique. Et en fait, l'objectif du contrôle respiratoire, c'est justement d'aller chercher à réveiller ce parasympathique pour venir contrebalancer l'activation du système sympathique qui active. On va activer celui qui inhibe, et l'un dans l'autre, on arrive à trouver une balance qui s'équilibre. Il y a d'autres approches psychocorporelles qui sont utilisées dans la régulation des émotions, que j'ai mentionnées là. Donc il y a la cohérence cardiaque, qui est en fait l'idée qu'il y a un rythme particulier qui va permettre au cœur de rentrer en résonance avec la respiration. Et que chacun va avoir une fréquence optimale de résonance qui lui est propre, entre 4 et 7 respirations par minute. C'est parfois un peu difficile de l'expliquer théoriquement, donc nous on recommande l'application Respirelax, qui est une application qu'on trouve sur iPhone ou Android, où en fait il y a une petite bille qui va monter et descendre selon le rythme qu'on aura paramétré, et le patient il a juste à caler sa respiration sur ce que la petite bille lui indique de faire, entre inspirer et expirer. Et ça c'est montré que si on le pratique 3 minutes par jour, ça permet d'avoir des bénéfices assez intéressants sur le fait de faire redescendre le rythme cardiaque. Au niveau de la relaxation, il y a plein d'approches différentes. Il y a des approches qui vont plutôt faire appel à des capacités de visualisation mentale, d'autres qui vont être plus mécaniques. C'est comme la relaxation mécanique de Jacobson. L'idée, c'est on va essayer de tromper le cerveau. Donc ça va très bien marcher chez les personnes qui vous disent non, moi c'est pas du tout pour moi, je sais pas me relaxer, je sais pas visualiser, j'aime pas du tout ça. On va leur dire justement, on va vous demander de contracter chaque partie de votre corps, donc chaque groupe musculaire l'un après l'autre. Et donc forcément, puisqu'on va demander de contracter, qu'après on dit relâcher, y a une décontraction qui s'opère. Parce qu'on a d'abord eu une contraction volontaire. Donc ça c'est intéressant justement pour les personnes qui vont vous dire non, je suis hyper tendue, je suis pas du tout dans le lâcher prise. C'est un petit outil qui est intéressant. Vous aurez aussi un lien du body scan, et puis après il y a d'autres applications qu'on recommande pas mal, qui sont Petit Bambou, Seven Mind, qui sont plutôt pour tout ce qui est méditation guidée. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.